enregistrement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce 59e webinaire organisé par le réseau Rappel. Ce webinaire est aujourd'hui consacré à la présentation du tableau de bord de l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE. Donc tous les ans, l'ONPE publie des chiffres clés liés à la précarité énergétique et ces données statistiques permettent d'assurer le suivi et de mesurer l'impact des politiques publiques qui visent à enrayer la hausse de la précarité énergétique en France. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isolde Vallière, chef de projet Bonjour. précarité énergétique à l'ADEME et en charge du pilotage de l'ONPE. Donc, merci Isolde d'être avec nous aujourd'hui. On vous souhaite donc un bon webinaire. On se retrouve dans une petite demi-heure pour un temps d'échange où on ouvrira les micros. Donc voilà, donc je te laisse donc la parole, Isolde, et je te laisse partager aussi la présentation. Oui, merci, merci beaucoup Anne-Valérie, merci Aurélien. En préambule, je tiens effectivement à vous remercier de me proposer d'intervenir pour présenter les chiffres clés de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Ça va permettre d'alerter les différents membres du rappel sur l'acuité, l'intensité, voire la persistance d'un phénomène qui s'installe insidieusement depuis quelques années chez un nombre croissant de ménages à faible revenu, à savoir donc la restriction, voire la privation d'un bien essentiel, celui de l'énergie de chauffage et de carburant. Donc voilà, simplement dire que le rappel, c'est une instance collégiale, collective et collaborative, et ça permet d'échanger librement un certain nombre de connaissances pour faire avancer les réflexions des décideurs, pour infléchir les modes d'intervention de vous, les opérateurs. Et cette liberté d'expression est très précieuse dans le contexte actuel. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier. Je vais vous présenter de suite mon webinaire, mon support. Est-ce que On va te dire, Isol, si c'est voilà, tout bon. parfait. Et là, basculer. Là, je bascule. Voilà. C'est parfait. Merci. Merci. Donc, je vais vous présenter les chiffres clés de la précarité énergétique en 2000. Alors, en vérité, cette présentation date de 2024, mais ce sont les chiffres clés de 2023 et pour certains indicateurs, ceux de 2022. Le programme, c'est dans un premier temps, je vais vous parler de l'Observatoire national de la précarité énergétique, du lieu de là où on travaille et quelles sont donc les différentes missions qu'on mène. J'irai rapidement sur la gouvernance de l'ONPE et pour ensuite passer un temps un peu plus important sur ces fameux chiffres clés qui mettent en évidence ce phénomène de privation ou de restriction dont je vous ai parlé. Et effectivement, je serais ravie qu'on puisse en discuter au terme de cet échange. Alors, j'imagine que nombre d'entre vous connaissez l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui a été donc créé dans le cadre du Grenelle de l'environnement et qui a été donc créé sur proposition d'un groupe de travail précarité énergétique rédigé par l'ANA et la FAP et présenté par Philippe Pelletier le 15 décembre 2009. Et parmi toutes les propositions qui étaient faites, il y avait celle d'inscrire et de définir la précarité énergétique dans la loi et aussi donc de créer, de lancer l'ONPE, de lancer un bouclier énergétique, d'intégrer la performance énergétique dans les textes de décence, etc. Et donc, effectivement, l'ONPE, créée en 2012, a été confiée, le secrétariat de l'ONPE a été confié à l'ADEME, qui en assure également la présidence. Donc, l'objectif de cet observatoire, c'est d'assurer collégialement, et je reviendrai sur ce terme de la collégialité, la production et le suivi de données de référence sur la précarité énergétique en France, de façon à outiller l'ensemble des décideurs sur l'impact des dispositifs existants et puis effectivement de pouvoir les éclairer pour mener à bien des politiques de prévention
ou de lutte contre la précarité énergétique. Donc nos missions, elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est celle donc effectivement d'observer la précarité énergétique et d'analyser les différents l'impact des dispositifs qui sont soit palliatifs, soit préventifs. Notre deuxième mission, c'est d'être une plateforme d'échange et de réflexion entre l'ensemble des parties prenantes de l'Observatoire et de contribuer ainsi à la qualité du débat public sur le sujet. Et enfin, de valoriser, de diffuser l'ensemble de nos travaux sur différents supports tels que le site de l'ONPE, un certain nombre qui met en ligne un certain nombre de travaux, mais aussi, et j'y reviendrai, lors du colloque de l'ONPE que nous organisons tous les 2-3 ans. Donc nos 3 principes fondamentaux, c'est d'abord celui de la pérennité des indicateurs, des données, des partenaires également, celui de la neutralité de l'information, et celui de la fiabilité des indicateurs que nous faisons valoir dans ce tableau de bord tous les ans, à raison de 2 tableaux de bord par an, et puis nous allons nous orienter vers un seul tableau de bord à partir de l'année prochaine. Alors, ce tableau de bord, il est alimenté par une partie des partenaires de l'ONPE qui fournissent des données dans le cadre de conventions de mise à disposition des données. Donc, tous les ans, un certain nombre de partenaires nous renvoient des données, ce qui nous permet donc d'assurer un suivi longitudinal de ces données. Et le tableau de bord est également alimenté par des indicateurs tirés de la statistique publique nationale et pour l'essentiel, évidemment, ceux de l'INSEE, mais aussi d'Eurostat pour les données européennes. Et le tout est mis en œuvre par Énergie Demain et puis lu, relu par un certain nombre de partenaires qui sont partie prenante d'un comité de relecture et mis en page par notre chargée de com, Lucie Bonnet. Et le tout sera en libre service à partir de la semaine prochaine, le prochain tableau de bord de l'ONPE. Donc, vous êtes les premiers à bénéficier des derniers indicateurs, puisqu'effectivement, le tableau de bord ne sera publié que la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas trop insister sur l'ensemble des groupes de travail que nous pilotons à l'ONPE. Simplement vous dire que le tableau de bord est réalisé dans le cadre du groupe de travail données, qui assure donc le suivi de la précarité énergétique en France, mais aussi en Europe. Et que Christophe Meillac du SDES valide les données de la statistique nationale. Donc ça, c'est vrai qu'on a voulu conforter la robustesse et la fiabilité des données. On a un GT ménage, simplement je me permets de dire que pour ceux qui sont intéressés par des données plus sociologiques, on lance un forum le 19 juin qui va permettre de mettre en évidence les résultats d'une étude socio-ergonomique, et ça je sais que le rappel s'en est fait l'écho. Donc, je vous invite également à vous y inscrire si ça vous intéresse. On a un GT diagnostic territorial qui a mis en œuvre un outil qui s'appelle Géodip, qui est en libre accès sur demande pour outiller les collectivités territoriales à mieux repérer les phénomènes de précarité énergétique à l'échelle IRIS. On a un GT Communication donc, qui assure toute la valorisation de ces travaux, et on a un GT Copropriété qui travaille sur la question effectivement de mise en mouvement des petites copropriétés dans les centres-villes, et qui fera aussi, qui va éditer prochainement les résultats de ces travaux, et le tout sera valorisé le 4 et 5 décembre lors du colloque de l'ONPE qui se tiendra à Lyon et qui s'intitule « Face à la hausse des prix, quelle stratégie territoriale pour prévenir la précarité énergétique ?» Voilà. Maintenant, cette introduction étant faite,
Je vais vous livrer donc ces résultats encore tout chauds sortis donc du tableau de bord de la précarité énergétique 2024 et qui montre un certain nombre de tendances que je souhaite partager avec vous. La première, c'est une augmentation donc des ménages qui déclarent souffrir du froid au cours de l'hiver précédant l'enquête. Donc ça, c'est un indicateur important puisque c'est celui qui nous permet d'apprécier les ménages qui souffrent du froid parce qu'ils se restreignent, parce qu'ils restreignent leur consommation d'énergie. Et c'est un indicateur qui est tiré de l'enquête nationale logement, laquelle enquête nationale logement est en cours de traitement. Il nous manque encore pour l'enquête nationale logement 2020 les données sur les revenus que nous attendons avant la fin de l'année, je l'espère. Et cet indicateur-là, donc, en attendant d'avoir des données statistiques nationales, cet indicateur donc est suivi par un sondage que le médiateur national de l'énergie lance donc chaque année. Voilà, donc ça nous permet vraiment d'avoir le suivi de cet indicateur et j'y reviendrai donc sur chacun de ces indicateurs, mais effectivement, il y a de plus en plus de ménages qui déclarent souffrir du froid. On observe également l'indicateur inversé, c'est-à-dire celui qui indique le nombre de ménages qui déclarent souffrir d'un excès de chaleur en été, pour des raisons évidemment climatiques, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure le logement et l'équipement ou le défaut d'équipement participe à cet inconfort. Et donc 55% des Français ont déclaré avoir souffert d'un excès de chaleur l'été dernier. 79% des Français, et ça c'est encore un indicateur du médiateur national de l'énergie, 79% des Français déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de facture trop élevée, et ça c'est 10 points de plus, et c'est donc un des indicateurs phares sur lequel je vais revenir, parce qu'il me semble très préoccupant. 8 Français sur 10 qui déclarent une situation de restriction, c'est effectivement très important. Quant au taux d'effort énergétique, c'est-à-dire le nombre de ménages qui ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer leurs factures et qui font partie des Français les plus pauvres, c'est-à-dire les 3 premiers déciles de revenus, l'indicateur est de 10,8% et il est plutôt en baisse par rapport au précédent taux. Voilà, donc je reviendrai sur cette situation, mais sur ces chiffres clés, nous avons également les impacts de cette situation. Donc, il y a plus d'1 million de ménages qui ont subi une intervention d'un fournisseur d'énergie en 2023 suite à un impayé de leur facture. Et ça, donc, le médiateur national de l'énergie également l'a fait valoir dans ses communications. Et selon donc et par ailleurs, 14% de ménages sont en situation de privation matérielle et sociale en 2022. C'est aussi le plus haut taux observé depuis 2013. Donc ça, ce sont quand même des signaux d'alerte. Quant aux aides financières nationales, 121 000 ménages ont bénéficié de FSL, 4,8 millions ont bénéficié d'un chèque énergie hors campagne exceptionnelle. 71 000 ménages ont rénové leur logement grâce aux aides MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' CoPro, MaPrimeRénov' Rénovation Globale en 2023. Et 505 000 dossiers ont été engagés en 2023 grâce à MaPrimeRénov'. Et enfin, 7 programmes de certificats d'économie d'énergie sont consacrés aux ménages précaires. Voilà. Donc ces chiffres-là, évidemment, il faut les étudier les uns en corrélation avec les autres pour essayer d'identifier des tendances et des inflexions.
Alors la première chose, et ça j'étonnerai personne, c'est qu'effectivement, dans un contexte de reprise économique mondiale après la pandémie et dans un contexte de tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont augmenté en 2022. Le fioul en particulier a augmenté de 64%. Le gaz a vu son prix augmenter de 25% entre 2021 et 2022 et l'électricité de 7%. Voilà, donc toutes ces hausses-là ont été limitées par la mise en place du bouclier tarifaire, mais elles ont eu un impact évidemment très très important sur le pouvoir d'achat des ménages et plus précisément donc des ménages les plus modestes. Alors, quel impact sur la facture? L'impact, c'est celui qui consiste effectivement à payer 321 € en moyenne de plus sur sa facture en 2022 par rapport à 2021. On voit que la tendance effectivement est plutôt à la hausse et que cette facture se répartit à peu près équitablement entre les dépenses d'énergie liées au logement et celles liées au carburant. Alors, au regard donc cette augmentation des dépenses d'énergie, il nous importe d'étudier les ressources des ménages, puisque l'un des indicateurs, le taux d'effort énergétique dont je vous ai parlé, rapporte les dépenses d'énergie sur les ressources des ménages. Or, on voit bien que ces dépenses d'énergie augmentent et que les ressources ont plutôt tendance à baisser, puisque cette année, donc quand je dis cette année, pardon, il faut se rapporter à 2023 ou aux années précédentes, puisque là je vous parle des dernières données disponibles. Donc en 2021, 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, les tendances, c'est effectivement qu'il y a une reprise de l'activité suite au Covid. Donc, évidemment, il y a une hausse des revenus du travail et donc une hausse des ressources pour l'essentiel des ménages et surtout pour les ménages les plus aisés. À l'inverse, la fin des aides de solidarité exceptionnelles qui avaient été versées pendant le Covid en 2020 corrélées avec la crise sanitaire, ont pesé donc largement et de façon très, très défavorable sur les niveaux de vie des ménages les plus modestes. Et donc, on voit que le taux de pauvreté a augmenté en 2021 de 0,9 points, ce qui fait s'élever le taux à 14,5%. Et effectivement, la France est sortie de l'épisode Covid en 2021 avec un taux de pauvreté supérieur à celui qu'elle avait quand elle y est entrée. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ces références en tête. Et quand je vous parle des 3 premiers déciles de revenus, qui sont les ménages sur lesquels nous focalisons notre intérêt, c'est donc des ménages qui perçoivent moins de 1 530 € par unité de consommation, c'est-à-dire l'unité de consommation fait référence à la taille du ménage. Alors évidemment, quand on rapporte ce revenu minimum, qu'il s'agisse autrefois du RMI ou du RSA, sur ces dernières années, c'est-à-dire on l'a rapporté de 1990 à aujourd'hui, on voit bien qu'il y a effectivement, j'espère que ça fonctionne là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une manipulation. Peut-être remettre en plein écran, Isolde, si c'est possible. Pardon. Voilà, je reprends le diaporama. Voilà, excusez-moi. Donc, quand on rapporte donc ce revenu minimum au montant au prix de l'énergie, on voit bien que l'écart se creuse évidemment,
puisque l'évolution de ce revenu minimum est plutôt linéaire, en augmentation constante, de façon effectivement légèrement croissante. Quant au prix des énergies fossiles, elles ont connu donc de fortes fluctuations et effectivement, il y a donc donc les factures d'énergie sont de plus en plus difficiles à assumer pour les revenus minimums. Alors, qu'est-ce que ça génère en fait? Ça génère évidemment des factures qui ne peuvent pas se régler, et donc des rappels des fournisseurs d'énergie face aux différentes factures impayées. Et la conséquence, c'est effectivement une intervention pour impayés, qu'il s'agisse d'interrompre la fourniture, de la résilier, ou de plus en plus, effectivement, de limiter la puissance à 1 kWh en électricité, ce qui est la politique de plusieurs fournisseurs d'énergie, dont celle d'EDF et de Total Energy. Mais on voit bien qu'il y a quand même un nombre d'interventions en augmentation, 3% par rapport à 2022, et pour le coup en très très forte augmentation si on se fie et si on se rapporte à la situation avant la crise sanitaire en 2019, puisqu'il y a quasiment 49% de plus, c'est-à-dire pratiquement le double d'interventions pour coupure ou réduction de puissance. Donc ça, c'est effectivement une première donnée qui est importante et préoccupante. Isole, excuse-moi, on a une petite question. Du coup, plus de compréhension sur les chiffres par rapport Oui, aux factures énergétiques. Donc c'est la diapo oui. 10. Claire Bally demande Claire agit sur le fait que la facture de 2013 et celle de 2022 est quasi identique. C'est vrai. Comment ça pouvait s'expliquer? Est-ce que c'est des C'est euros vrai. constants? Est-ce qu'il y a eu un Ouais, pic de prix de l'énergie à l'époque? Je sais pas. ouais. Alors effectivement, bah ça, il faut rapporter ça au prix de l'énergie sur les mêmes années. Donc non, ce qui est sûr, c'est que l'énergie a plutôt augmenté. Donc il y a eu plusieurs phénomènes. Alors, il y a eu premièrement, mais je pensais y revenir un peu plus tard, mais je vais pouvoir apporter des réponses à Claire Bally. La première, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité thermique du logement, en règle générale, évidemment. Donc, il y a quand même une consommation moindre de façon tendancielle. La deuxième, c'est qu'il y a une restriction plus importante. Donc, c'est d'autres phénomènes qui jouent. Effectivement, on fait plus attention, soit pour des raisons de sobriété environnementale, soit c'est une sobriété contrainte et effectivement, la facture est plus contrôlée, entre guillemets, c'est-à-dire effectivement, on fait attention à ses consommations, donc donc à ses dépenses d'énergie. Donc voilà, pour moi, c'est un certain nombre de facteurs qui contribuent, à la fois une meilleure qualité des logements, des équipements plus performants, une attention plus importante pour des raisons liées au prix de l'énergie, et c'est les 70%, les 79% dont je vous parlais, qui se restreignent en raison du prix de la facture. Et puis, il y a effectivement, pour une grande partie des Français, une attention plus forte liée à des questions de choix de sobriété. Voilà, donc ça, c'est les éléments que je peux avancer pour répondre à Claire. Donc j'y viens, hein, j'y viens effectivement, c'est 10 points il y a 79% des foyers qui ont réduit leur chauffage pour limiter la facture. Voilà, donc là aussi, c'est une façon de répondre aux interrogations de Claire et de certains d'entre vous, c'est qu'on voit bien que ce taux a très fortement augmenté le nombre de ménages qui réduisent leur chauffage pour éviter d'avoir un impayé, d'être endetté, d'être surendetté,
et puis soit d'être coupé, soit d'avoir une réduction de sa puissance énergétique. Donc effectivement, pour une grande partie des Français, les factures d'énergie, c'est une part importante des dépenses dans leur foyer, donc ce qui est normal. Ça concerne essentiellement les personnes qui ont de faibles revenus. Donc, en termes de CSP, c'est plutôt les ouvriers, mais aussi les jeunes. Les moins de 35 ans sont très concernés, ainsi que les petites communes rurales. Et ça, j'y reviendrai, c'est aussi une tendance sur laquelle il va falloir être assez vigilant. Voilà. Et puis, un tiers des Français déclarent avoir rencontré des difficultés pour payer leurs factures d'énergie. Et donc là encore, plutôt les moins de 35 ans. Voilà. Et puis, il y a certains CSP, hein, comme les artisans et les commerçants, qui sont également concernés par leur facture d'énergie. Voilà. Donc ça, je vous encourage à regarder précisément dans le tableau de bord qui est en ligne, hein, les différentes tendances, mais on voit bien qu'en tout cas, sur ces questions de ressenti des Français sur leurs dépenses d'énergie, il y a une réelle préoccupation, notamment, donc évidemment, sans surprise, en fonction de... Elle est proportionnelle au prix des énergies. Alors, quand on regarde les statistiques qui sont en ligne, hein, celle de l'INSEE, qui a fait un numéro spécial sur la part des personnes en situation de privation matérielle et sociale. Donc, je vous ai donné, hein, toutes les références que vous retrouverez dans ce PowerPoint. Donc, le taux de privation des Français est à son plus haut niveau depuis 2013. Voilà. Donc ça, c'est quand même très préoccupant. Et le taux est même plus élevé que la moyenne des populations qui vivent dans l'Union européenne. Il est plus accentué encore donc en centre urbain, mais en très forte progression en milieu rural. Et là, on y reviendra, mais je vous ai dit tout à l'heure que par exemple, le prix du fioul avait augmenté de 64%. Et il faut savoir qu'effectivement, voilà, en milieu rural, on rencontre enfin là, il y a de nombreuses personnes qui sont encore dans des fermes un peu isolées, équipées de chaudières fioul, qui ne peuvent pas donc bénéficier du gaz de ville, par exemple, et qui ont donc des factures très, très, très élevées. Et donc, effectivement, qui se retrouvent dans des situations en grande difficulté. Et puis, également, d'autres profils sont concernés. Hein, c'est vraiment les familles les plus modestes, qu'elles soient monoparentales ou familles nombreuses, qui sont aussi surreprésentées parmi les ménages qui se privent. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, ça fait partie des préoccupations qu'on doit avoir en tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle 26% des ménages français, là je ne parle pas des 3 premiers déciles, hein, c'est un quart de la population qui déclare souffrir du froid chez lui au cours donc de l'hiver qui était l'hiver 2022-2023, notre hiver de référence. Et ce qui est assez intéressant, quand on zoome sur les différentes raisons possibles, donc il y a 448 répondants qui sont concernés sur ce sondage, hein, sur 2000 répondants sondés. Et jusqu'alors, la réponse la plus importante, enfin, il y avait à peu près à taux équivalent la mauvaise isolation du logement et la limitation pour des raisons financières. Et là, on voit un basculement sur ces deux motifs,
puisque 40% des ménages qui déclarent avoir souffert du froid chez eux le sont en raison d'une limitation de leur chauffage pour des raisons financières. Donc 34% pour une mauvaise isolation, 24% d'une limitation volontaire pour contribuer à la sobriété. C'est ce dont je parlais tout à l'heure aussi à Claire Bally. 21% pour des raisons d'un hiver rigoureux. Effectivement, c'est aussi une donnée importante qu'il faut prendre en considération pour apprécier l'indicateur du froid. 14%, c'est-à-dire 2 fois moins que l'année précédente pour une installation de chauffage insuffisante. 14% en raison d'une panne de chauffage. Donc là aussi, il y en a moins que l'année précédente, et 7% en raison d'une coupure de fournisseur d'énergie suite à une facture d'impayé, 7% en national. Voilà, donc effectivement, là encore, c'est plutôt des locataires qui pointent du doigt la mauvaise isolation de leur logement, d'autant qu'ils n'en sont pas... d'autant qu'ils n'ont pas forcément la main sur les travaux d'isolation à mener. Hein. Donc, effectivement, ils sont assez dépendants du bon vouloir de leurs propriétaires bailleurs, ou des ressources aussi de leurs propriétaires bailleurs pour faire les travaux. Et ce sont donc plutôt des locataires en appartement dans des centres urbains de plus de 100 000 habitants. Et on y retrouve les moins de 35 ans, les agriculteurs, les exploitants, les artisans commerçants, les chefs d'entreprise, les employés personnels de service, et plutôt les locataires et les ménages logés en appartement. Donc c'est vrai que cet indicateur du froid concerne plutôt, enfin même de façon significative, des ménages pauvres en centre urbain qui sont effectivement plutôt isolés, familles monoparentales, etc. Alors que le taux d'effort énergétique 3D 8% concerne plutôt des propriétaires occupants âgés qui vivent plutôt en milieu rural. D'où l'importance d'avoir plusieurs indicateurs pour pouvoir dire quelque chose d'un phénomène, surtout la précarité énergétique, qui est à la fois un phénomène où on se chauffe trop pour pouvoir avoir chaud, où on se chauffe plus du tout pour pouvoir assumer ces différentes charges. Quelles sont les aides existantes? Alors, je vais aller assez rapidement puisque je vois le temps qui passe et je voudrais vous laisser le temps de parole. Mais ce qui est important là aussi, c'est de noter que le nombre de ménages bénéficiaires du FSL est en baisse constante. Et quand on regarde en 2016, il y avait 233 000 ménages qui avaient bénéficié d'une aide à leur facture grâce à ces fonds solidarité logement à volet énergie. Et ils ne sont plus que 121 000 aujourd'hui. Donc, ça fait 45% de bénéficiaires en moins. Donc ça c'est aussi quelque chose de... Voilà, c'est une donnée importante. Alors, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, l'État a mis en place un bouclier tarifaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il faut comprendre qu'il y a 5,8 millions de ménages qui ont reçu le chèque énergie en 2022, mais il n'y en a que 4,8 millions qui l'ont utilisé. Alors, le taux d'utilisation, il est en hausse, mais il s'élève quand même qu'à 82,8%, ce qui veut dire en creux qu'il y a encore une part de ménages qu'il faut informer, solliciter. 17,2% de ménages en sont bénéficiaires, mais l'ont pas utilisé. Donc, il y a encore sûrement une marge de progrès à faire. Et puis dire que les tarifs réglementés de vente qui ont été limités ces dernières années à 10%, cette limitation se poursuit jusqu'en janvier 2024 et en janvier 2025. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des dispositifs qui se poursuivent. Les autres, comme le chèque énergie exceptionnel, opération fuel et opération bois, se sont arrêtés l'année dernière, là,
enfin en 2023. Il y a d'autres aides à l'énergie qui existent et là encore, on peut être un peu préoccupé parce que quand on regarde de près, il y a différents types d'aides, hein, comme celle des CCAS. Ces aides sont variables selon les règlements qui sont fixés par chaque CCAS. Et donc, nous, on zoome sur 4 CCAS qui se sont portés volontaires et ce qui nous permet d'avoir un suivi dans le temps sur ces 4 centres communaux d'action sociale. Et par exemple, on voit que 2 d'entre eux ont tendance à... Enfin, pour 2 d'entre eux, il y a une augmentation du nombre de ménages accompagnés, mais une baisse du montant d'aide des aides distribuées. Voilà, ça fait partie des choix qui sont faits. C'est effectivement, est-ce qu'il faut se concentrer sur certains ménages, comme le fait d'ailleurs le Secours catholique, qui avait une volonté de se centrer sur des familles qu'ils accompagnent dans la durée. Mais donc effectivement, les aides sont plutôt en baisse, mais les ménages suivis sont très aidés, alors que certaines collectivités peuvent choisir de multiplier les aides pour un montant relatif. Voilà, donc ça fait partie aussi des différentes aides qu'on suit dans le tableau de bord. Et j'ai simplement identifié une autre information, c'est que les bénévoles du Secours catholique témoignent aussi d'une montée du nombre de familles qui ne se chauffent plus depuis l'automne 2022. Donc ça vient corroborer les différentes tendances que j'ai exposées. Les rénovations, ça aussi, c'est des données que l'on suit. Donc, 30 000 propriétaires occupants ont bénéficié de ma prime Rénov Sérénité en 2023. Donc, voilà, pour un montant moyen de 31 000 euros par logement. Ce qui permet un gain d'au moins 53%, d'un gain énergétique moyen de 53%. Donc, le nombre de dossiers a diminué par rapport à 2022, mais le montant moyen a augmenté. Encore une fois, hein, c'est toujours cette question d'arbitrage dont je vous ai parlé. Sur ma prime Rénov copropriété, il y a une augmentation significative de 16%. Donc, il y a 30 000 copropriétaires qui ont pu bénéficier de cette aide, qui s'élève en moyenne à 7 840 euros par logement. Et quant aux tendances en 2023, il y a 34 000 dossiers Ma Prime Rénov Sérénité qui ont été financés. Et cette diminution dont je vous ai parlé d'ailleurs, elle s'explique par différents facteurs. Évidemment, la hausse des prix des matériaux, la hausse des prix donc de la facture globale des travaux et par ailleurs l'annonce d'une évolution des aides fin 2023 liée à mon accompagnateur Rénov à partir du 1er janvier 2024, ce qui a pu avoir comme incidence de reporter la demande d'aide à 2024 plutôt qu'en 2023. Voilà, donc je vous laisse la parole pour savoir un petit peu quelles sont les tendances que vous pouvez observer et est-ce qu'elles vont dans ce sens-là? Est-ce que vous les contredisez ou est-ce que voilà, quels sont vos retours de terrain et d'expérience? Ça m'intéresse. Merci beaucoup. Merci Isole pour cette présentation en exclusivité des chiffres du prochain tableau de bord de l'ONPE. Donc effectivement, qui dresse un constat bien sombre. Et donc voilà, pour ce temps d'échange, on vous propose de lever la main. On ouvrira les micros donc dans l'ordre. Donc on a une première intervention de Claire Bally. Claire, normalement, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Isolde. C'était vraiment intéressant. Juste, je voulais reprendre là, la question que je posais là, sur l'évolution des dépenses énergétiques qui varient peu entre 2013 et 2022.
J'ai trouvé ce que tu as apporté comme élément de réponse très pertinent. Et je me disais que ça, je ne sais pas si ça sera possible, mais quand on aura les résultats de l'ENL, l'enquête nationale logement de 2020, que ça serait intéressant d'analyser plus finement justement ce qui relève de l'amélioration thermique du logement, de l'efficacité énergétique ou de la privation pour donner à voir si c'est la privation qui impacte le plus le fait que ces dépenses-là n'augmentent pas davantage alors qu'il y a une explosion des prix de l'énergie. Voilà, c'était plus une Oui, merci, remarque. oui. Très pertinente, ouais. Oui, oui, bah, Merci. merci Claire. Ouais. Oui, oui, on essaiera de décortiquer avec tous les indicateurs pour essayer de bien comprendre les différents facteurs. Ouais. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite témoigner, réagir? Véronique Stella, la Fondation Abbé Pierre, Aquitaine. Véronique, tu dois pouvoir ouvrir ton micro. Le son, apparemment. Voilà. C'est bon? Cette On fois-ci, vous t'entend m'entendez? pas trop, pas beaucoup. Ah, attends, je sais pas, je vais augmenter mon volume. Je sais pas, là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est mieux, ouais. Bon, bonjour Isolde. Bonjour. Du coup, moi, j'avais une petite question par rapport au FSL. Apparemment, alors, j'ai pas noté les chiffres, mais bon, apparemment, il y a une baisse plus que significative, pardon, des enveloppes FSL consacrées aux aides aux impayés d'énergie. On a un début d'explication ou pas du tout, ou c'est juste la conjoncture actuelle qui fait que tous les FSL aujourd'hui, a priori, hein, auraient leur budget qui diminue. Est-ce que c'est ça? Moi, ce que j'ai pu entendre là récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, en Gironde, en revanche, mais alors, j'ai pas du tout de chiffres, hein, mais c'est voilà, c'est un ressenti, mais ça vient directement du FSL de Gironde. C'est qu'ils avaient été moins sollicités sur 2023, sur les impayés d'énergie, mais parce que ce que tu pointes très, très fortement, effectivement, c'est la question de la restriction qui augmente ou qui flambe. Allez, on va faire un mauvais jeu de mots. La restriction qui flambe, et ben du coup, il n'y a plus de facture d'énergie à payer à la fin du mois, donc il n'y a plus d'impayés, donc les FSL sont moins sollicités. Donc voilà, je ne sais pas si Isolde, tu commences à avoir un début de bout de réponse sur pourquoi ces enveloppes FSL diminuent, mais voilà. En tout cas, ce qui a l'air de se profiler là en Gironde, voilà. Si j'ai plus d'éléments, évidemment, on vous les passe. Ouais, merci Véronique. Alors, oui, oui et non, enfin. Oui, il y a la restriction, c'est clair. Il y a la restriction, donc effectivement, c'est possible qu'il y ait moins de factures impayées, mais pour autant, et je ne sais pas s'il y a des fournisseurs d'énergie qui sont là. Moi, j'ai entendu aussi que il y avait parfois des arbitrages sur les aides, c'est-à-dire qu'effectivement, les fournisseurs sont aussi très impliqués sur les aides à la rénovation et que certains fournisseurs, effectivement, faisaient le choix de privilégier les aides à la rénovation via les C2E, etc. Plutôt, donc les aides à la pierre, plutôt que les aides à la personne. Alors, est-ce qu'il y aurait là aussi des arbitrages qui pourraient expliquer cette baisse des FSL? Il faut comprendre que le nombre de ménages est en diminution constante depuis 2016. Mais là aussi, il y a des arbitrages, c'est-à-dire que certains départements aident moins de ménages, mais les aident davantage. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait rapporter les budgets des départements consacrés au FSL énergie pour bien comprendre précisément si c'est l'ensemble des budgets qui s'effondrent, quoi. Est-ce que certains fournisseurs d'énergie sont en ligne ou pourraient apporter des éléments de réponse?
Et j'aurais aussi éventuellement aussi un retour de terrain aussi à ce sujet. Je crois pas qu'on ait de Ok. fournisseurs. Je vais regarder Parfait. ça. Alors, Anne-Valérie, Oui, simplement. retour de terrain sur la vallée de la Drôme où les services sociaux nous disaient que les personnes venaient de moins en moins demander d'aide, enfin, les personnes qui devraient pouvoir être éligibles justement, enfin, du non-recours au droit qui augmentait sans comprendre pourquoi. Mais des personnes qui avaient l'habitude de venir demander des aides qui, là, enfin, se rapprochaient de moins en moins des services sociaux. Je ne sais pas si c'est Alors, observé aussi sur d'autres territoires, mais en tout cas, c'était un peu le constat qu'il y avait. moi, je voudrais quand même simplement dire que EDF a fait une étude très intéressante à ce sujet, qui est référencée dans le dernier tableau de bord de l'ONPE. Et je vais vous donner la référence parce qu'effectivement, c'est un travail qui avait déjà été fait. Et donc, je vais pouvoir apporter des éléments à Véronique. Pardon, mais ça me revient et je me dis c'est le moment d'en parler. Donc, voilà. Donc EDF R&D a mené une enquête interne pour expliquer la baisse des demandes de FSL dans la dernière décennie. Donc c'est une enquête qui a été réalisée en juin 2019. Je vais vous donner tout de suite la référence. Je ne sais pas si je peux mettre, si dans les questions-réponses, la référence d'en discuter. Voilà. Donc, vous aurez les résultats, mais rapidement. Et donc, il y a une baisse des dépenses énergétiques domestiques liées aux rénovations énergétiques, ce que je disais à Claire, et l'augmentation des pratiques d'autoprivation. Des règlements FSL qui se sont durcis à partir de 2013. Est-ce que vous le voyez là? Alors, on voit le tableau de bord. Ah, pardon. Est-ce Alors, que tu as la page? C'est en 20, j'ai partagé tout de suite la page, comme peut-être ça, la 26, non? voilà. Je vais essayer de chercher en même temps. Pardon, j'essaye de faire cette manip qui n'est pas si évidente. Là, ça y est, j'ai la. Voilà. Donc voilà. Donc il y a donc les rénovations, l'autoprivation, les règlements FSL qui se sont durcis. C'est-à-dire que quand le budget est moindre, évidemment, il y a des contraintes de plus en plus fortes d'éligibilité des aides. Le non-recours, c'est-à-dire la non-demande, hein, c'est exactement ce que vous dites également. Et puis, face donc à ces critères qui se sont durcis, les travailleurs sociaux qui mettent en place d'autres stratégies, c'est-à-dire par exemple effectivement d'orienter le ménage vers la Banque de France s'il a un montant d'impayé très très élevé, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 4 facteurs qui ont été identifiés pour expliquer la baisse des demandes de FSM. Et le montant moyen est de 325 € par ménage. Donc voilà pour les données qui sont renseignées dans le dernier tableau de bord. Et donc, on a un complément de Guillaume Clerc sur la question-réponse de dire qu'il faut aussi prendre en compte un nombre important de ménages avec des dettes chez des fournisseurs d'énergie qui changent de fournisseur sans faire de demande auprès du FSL. Ça C'est vrai. permettrait peut-être d'analyser l'évolution du nombre de dossiers de surendettement parallèle. C'est vrai. On a Nathalie Steinklant du CCAS de Montpellier, à qui je vais permettre d'ouvrir son micro. Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour. Je voulais juste rebondir justement sur le sujet précédent, au sujet des FSL. Nous, dans la pratique, donc je fais partie du SLIM de Montpellier avec ma collègue, et dans la pratique, ce qu'on observe et ce qu'on a observé de façon exponentielle depuis cette dernière année, voire ces 2 dernières années, c'est que les conditions tarifaires des contrats souscrits par les personnes, elles sont très aléatoires. Et en fonction de ça, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient effectivement des impayés, mais insoupçonnables. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient des factures, des régularisations de 2 000 euros, alors qu'avant, effectivement, il y avait une centaine ou 200 d'euros de régularisation. Du fait justement de ces conditions tarifaires très désavantageuses en fonction du contrat reconduit, souvent, du contrat d'énergie reconduit. De ce fait, pour en avoir discuté avec les travailleurs sociaux qui nous orientent majoritairement les ménages que l'on va rencontrer, les FSL ne sont pas envisagés puisque le montant de la dette est trop conséquente. Du coup, le FSL serait d'office refusé parce qu'il y a des barèmes. C'est pas tant que le FSL, effectivement, a des conditions qui ont changé, c'est plutôt que les factures des personnes sont de plus en plus conséquentes et ingérables, en fait. Hein. Mhm. À part le Mhm. surendettement ou changer de fournisseur, comme vous l'avez très brillamment dit, il n'y a pas forcément d'autres solutions. Donc Mhm. voilà. Mais merci à vous, en tout cas, c'est très éclairant. Merci. Merci Nathalie. On a ensuite Guillaume Simonet du CEDER. Guillaume, tu dois pouvoir ouvrir ton micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour Guillaume. Alors, moi, c'était juste pour faire un retour de terrain sur le côté privation. Nous, c'est vrai enfin, bon, ça fait longtemps que je fais ce boulot et j'ai vraiment découvert ça depuis 2 ans de façon assez fréquente, des gens qui se chopaient pas, qui faisaient attention. Et il y a eu vraiment un moment, je sais plus, non, c'était l'hiver dernier, euh, là je m'éloigne un peu des chiffres, où il y avait vraiment des messages du gouvernement qui étaient assez, et qui étaient fréquents dans les médias. C'était à l'époque, je pense, du début de la guerre en Ukraine. Et outre que les gens se privaient, ils avaient peur. Ils avaient peur d'allumer leur gaz, parce qu'ils savaient pas, enfin, ils avaient l'impression que d'allumer la lumière, ils allaient avoir une facture énorme. Voilà. Et en plus de la privation, ils étaient dans un climat de malaise qui était assez impressionnant. Voilà. Mhm. Oui, merci, c'est très intéressant, hein, effectivement. C'est vrai que les messages du gouvernement sur la sobriété ont pu être vécus avec inquiétude par les ménages qui avaient de faibles revenus. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très intéressant. Merci. merci Guillaume. Marion Rémy du Fonds de dotation énergie solidaire. Après, on aura Marie. Oui, bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Moi, j'avais une question par rapport aux locataires en précarité énergétique. Est-ce que vous avez une idée de la répartition entre parc privé et parc social? C'est moitié-moitié, c'est équivalent. Ok, merci. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il y a Alors, d'ailleurs 2 études qui ont été faites par l'ONPE sur le sujet, qu'on pourra mettre les liens. exactement. Voilà, Aurélien est le meilleur ambassadeur qui soit des travaux de l'ONPE, parce qu'il les lit avec beaucoup d'attention. Donc, effectivement, on a fait une étude sur les locataires en précarité énergétique, une étude thématique à partir de l'ENL 2013. Donc, je vous invite à la lire parce qu'effectivement, ça permet de creuser cette question des locataires, ouais, et de voir vraiment leur profil, leur âge, leur logement, etc. Merci Marion, merci Isole. On va essayer de vous retrouver l'étude avant de clore. Marie souhaitait intervenir. Marie Moisan, du Clair. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. C'était pour rebondir un peu sur l'intervention d'avant de Guillaume Simonet, avec un chiffre aussi intéressant que j'ai vu circuler récemment, issu de travaux d'un groupe de travail du plan bâtiment durable autour de la sobriété, et qui montrait que les ménages à faible revenu se sont restreints en moyenne de 3 degrés pendant la période de crise 2021-2022, là, avec justement les appels à la sobriété. Tout ça quand la moyenne nationale était autour de 0,6 degrés. Donc ça montre aussi voilà, le sentiment de peur dont parlait Guillaume et la restriction très forte des ménages pendant cette période-là aux revenus modestes, qui explique aussi sans doute beaucoup la diminution des recours
aux dispositifs type FSL. Et puis dans le cadre du programme SLIM, on nous a aussi beaucoup remonté pendant toute cette période-là une forme de lâcher prise en fait, en se disant bon bah voilà, en fait on nous demande de faire attention, de se chauffer à 19, de mettre des cols roulés, et du coup bah, on se débrouille quoi. On est en mode guerre justement, on va se débrouiller, et puis on va plus faire appel aux dispositifs, plus de recours au droit, une forme de repli sur soi. Voilà, qui explique un certain nombre de résultats politiques aussi très récents peut-être, enfin, une forme de défiance aussi vis-à-vis des dispositifs sociaux et publics. Voilà, mais je trouvais que ce chiffre de 3 degrés en moyenne contre 0,6 était intéressant. Oui, d'autant que ce sont des ménages qui sont, pour une part, retraités, donc très présents, pour une autre part, qui n'ont peut-être, voilà, qui sont donc plutôt plus présents que les autres. C'est ce qu'on avait vu pendant le Covid. Et donc, une diminution de 3 degrés, ça a des conséquences évidemment très fortes sur la santé des occupants avec toutes les maladies qu'on connaît. Hein. Donc 3 degrés, c'est énorme. Merci Marie pour cette info très intéressante. Ouais. Une question de Benjamin Dubillard qui constate que côté fournisseur d'électricité, donc Enercop, constatant une sobriété qui a démarré pendant la crise et qui perdure aujourd'hui, c'est souvent pris sous un angle positif, mais peut-on relier ça à de la privation selon vous? Alors, c'est une belle question. Pour moi, la sobriété, c'est effectivement une posture, un choix de faire attention à ses consommations pour des raisons environnementales, écologiques. Et donc, effectivement, on choisit le vélo plutôt que la voiture. On choisit les plaques solaires pour son chauffe-eau. Enfin voilà, c'est des vrais choix environnementaux qui nécessitent parfois une implication financière et qui concernent une partie croissante de la population, ce qui est quand même une bonne chose. Maintenant, concernant les 3 premiers déciles de revenus, hein, je vous ai montré le montant des ressources. On peut comprendre que ce ne sont pas eux qui prennent l'avion, ni qui... Voilà, on a bien compris que ce ne sont pas eux qui gaspillaient le plus et qu'on pouvait difficilement leur demander de se restreindre davantage alors qu'ils sont les premiers à savoir qu'il faut... voilà, ils sont attentifs à leur budget. Donc, effectivement, pour moi, il ne s'agit pas vraiment de sobriété choisie, mais de privation et de restriction contrainte. Voilà. Merci Donc, une Isolde. sobriété subie, c'est de la précarité. Voilà. C'est ça. On peut Pour peut-être prendre conclure. une toute dernière Oui, question. Est-ce qu'on a Aurélien. l'étiquette énergie moyenne des logements habités par les ménages en précarité énergétique et l'évolution de cette étiquette depuis ces dernières années? Oh, ça c'est merveilleux. Ça, je rêve d'avoir plein de données comme ça. Alors, on a juste peut-être dans l'Observatoire national de la rénovation énergétique, publie le parc des logements par classe de performance énergétique. Ils le font plus en 2023, c'est plus aussi fin, mais en 2022, on avait la performance énergétique des logements selon le revenu des occupants. Oui. Je vais vous mettre le lien vers l'étude en question. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise là non plus de dire que ce sont les plus pauvres qui occupent les logements les plus déperditifs, les plus énergivores. Donc effectivement, la proportion des ménages pauvres dans les étiquettes F et G est surreprésentée. Après, les avoir par détail, je crois qu'effectivement, c'est plutôt ce que dit Aurélien, un chiffre un peu plus global. Mais ça fait partie des données que l'Observatoire national de la rénovation énergétique fournit à l'ONP, en tout cas les étiquettes énergie par année. Voilà.
Très bien, écoutez, c'est l'heure de conclure. Merci beaucoup, Isolde. Merci. Je mets à tout le monde dans le chat le lien pour les personnes qui souhaitent s'inscrire au forum qui a évoqué Isolde tout à l'heure, le forum du 19 juin sur l'enquête sociologique et ergonomique de l'ONPE et également le site de l'ONPE. Vous retrouverez beaucoup de ressources. Et je laisse donc la parole à Anne-Valérie pour conclure. Oui, merci en tout cas pour cette présentation et les chiffres en exclusivité. Donc, pour rappel, le webinaire sera mis en ligne prochainement sur le site du rappel avec le diaporama. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos idées de sujets à aborder en webinaire, vos retours d'expérience. On est toujours très preneurs d'idées pour l'organisation des webinaires du réseau. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on invite celles et ceux qui ne sont pas encore membres du rappel à rejoindre le réseau. Donc, le rappel aujourd'hui, c'est 1200 membres un peu partout en France impliqués de près ou de loin dans la lutte contre la précarité énergétique. Donc, en rejoignant le réseau, vous allez pouvoir recevoir nos newsletters où on partage toutes les actus en lien avec la précarité énergétique. Vous serez au courant des prochains webinaires. Ça vous permettra aussi de découvrir des outils qui pourraient vous être utiles. Donc, Aurélien va vous partager aussi le lien pour vous inscrire dans la discussion. Et donc, voilà, l'inscription est gratuite. Donc, vous êtes plus que bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, encore merci à toutes et tous. Bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt, revoir. merci beaucoup. Au revoir.